qui est citoyen du monde aujourd'hui? Qui peut être dit citoyen du monde aujourd'hui? Tel est le questionnement que nous nous sommes proposés cette fois-ci. L'expression en elle-même existe depuis longtemps, depuis la période entre les deux guerres. L'expression existe à l'UNESCO, où un programme d'éducation en matière d'enseignement en milieu jeune s'appelle éducation à la citoyenneté mondiale. Mais ce qui va nous préoccuper dans cette présentation d'aujourd'hui concerne une allure, une institution, disons une organisation qui s'est donné le nom de citoyen du monde et qui a été créé en 1966, lancé par des célébrités qui ont rédigé, signé un appel qui s'est appelé l'appel des 13. L'appel des 13, pourquoi faire? Un appel à tous ceux qui sont de bonne volonté, qui se sentent concernés par l'enjeu de s'identifier, de s'inscrire, de prendre position dans cette grande famille qui se donne le nom de citoyens du monde pour tenter de constituer ce qu'ils ont considéré et considèrent encore comme devant être le peuple du monde. Car qui dit citoyen dit un peuple, l'appartenance à un peuple, une grande communauté, ayant une culture, ayant éventuellement une langue, mais surtout aussi ayant un territoire. Alors, l'ambition de ceux qui ont lancé le mouvement citoyen du monde en 1966 reste de contribuer à faire en sorte que il existe aujourd'hui, il existe un jour, une autre manière de régler les difficultés et les conflits entre les hommes, entre les nations, entre les États, qui soit différente donc du seul jeu du rapport des forces qui fonctionne tout le temps. Et qui dit rapport de force ne dit pas autre chose que loi de la jungle. Les fondateurs du mouvement, plus exactement de l'organisation citoyenne du monde, sont habités par la volonté de créer à la place de simples rapports de force qui jouent de manière quasiment mécanique, qui jouent comme si on était encore à l'état de nature tel que décrit par Rousseau. L'ambition ici est de substituer à cette manière de fonctionner une manière beaucoup plus humaine qui réside dans l'arbitrage. Ils veulent mettre en valeur le principe d'arbitrage, un arbitrage qui puisse être donc fait et exercé par qui? Par des institutions supranationales et par une justice supranationale. Et sur la base de quoi? Sur la base de lois mondiales, comme ça qu'on les appelle des lois mondiales, qui s'appliquent donc à tout le monde, à tous ceux qui se reconnaissent comme participants de cette citoyenneté mondiale. Voilà en quelque sorte la justification de cette démarche. Et une fois qu'on a dit ça, on sait que l'objectif, l'atteinte de cet objectif passe nécessairement par la mise en place de ces institutions dont il est question. La mise en place des institutions qui permettent de remplacer la loi du rapport de force, la loi du plus fort, par le principe de l'arbitrage. Alors, l'Organisation citoyenne du monde a créé un centre d'enregistrement, plusieurs centres d'enregistrement des citoyens. C'est chaque homme individuellement qui adhère, qui entre dans cette communauté qui est la communauté mondiale en gestation. De sorte que dans chaque pays, il peut exister, et il existe même déjà, puisque cela fonctionne. Et il peut donc exister dans chaque pays ce qu'ils appellent un territoire mondial. Dans chaque pays où il y a des citoyens du monde, c'est-à-dire des inscrits sur le registre
de l'Organisation citoyenne du monde, il doit pouvoir exister donc un territoire mondial. Autant de territoires mondiaux que de pays dans lesquels on peut dénombrer des citoyens du monde. Alors, mais est-ce que c'est l'objectif final? Non. Les citoyens du monde, ces citoyens, ces territoires mondiaux, se mettent en place pour un jour parvenir à faire créer une assemblée qu'ils appelaient eux-mêmes au début une assemblée constituante, qui serait celle-là qui élaborerait une sorte de constitution mondiale pour un État mondial, puisque la vision qui est ici concernée en jeu, c'est la vision d'une citoyenneté qui suppose effectivement comme un État. Et ça suppose la disparition de tous les autres États, pas d'emblée, pas tout de suite. Il y a une période de cohabitation, de parallélisme, effectivement, qui fait que, à côté des territoires mondiaux, dans chaque pays, les États continuent de fonctionner comme ils ont toujours fonctionné. Mais l'objectif est d'aller vers la création à la fois d'une assemblée des citoyens du monde et d'un congrès des peuples du monde. Congrès des peuples du monde, assemblée des citoyens du monde, et pour aboutir à quoi? À mettre en place un jour un exécutif mondial, une autorité qui permette quand même de faire aboutir le projet, de faire aboutir la vision, de faire traduire sur le plan concret la vision que les citoyens du monde ont de l'humanité et du vivre ensemble des hommes sur la planète Terre. Un vivre ensemble distribué en nations, en États-nations, jusqu'au jour d'aujourd'hui, des États-nations qui sont parfois entrés en guerre, et ce qu'il faut effectivement éviter, des États-nations caractérisés par des égoïsmes, et puis surtout les États-nations jaloux de leur souveraineté. Et là, avec l'Organisation citoyenne du monde, il s'agit de sortir de cet enfermement dans un égoïsme qui ne paralysant, dans un égoïsme qui n'hésite pas à sacrifier l'humanité dans certaines circonstances, alors que c'est là, pour les citoyens du monde, le bien, la valeur la plus précieuse à préserver, à savoir l'humanité. C'est pour cela que dans l'agenda des questions qui sont au cœur de la préoccupation des peuples du monde, du peuple du monde, c'est justement la suppression de tout risque de guerre. C'est la lutte contre la pollution. C'est la lutte pour la réduction du fossé, la réduction du fossé qui sépare la minorité des riches dans le monde et par rapport à la grande majorité des pauvres dans le monde. Et il y a de nombreuses autres questions comme celle-là qui ne peuvent pas se régler par un seul État, qui sont d'emblée des questions qui se situent à l'échelle mondiale. Et c'est pour cela que Citoyens du monde est tout à fait à l'aise pour estimer qu'il ne peut pas être question tout de suite de bousculer les États. Les États continuent de fonctionner, mais l'objectif reste celui de parvenir un jour à créer un exécutif mondial, une démocratie mondiale, et c'est pour cela que Citoyens du monde n'hésitent pas à aller pousser plus loin dans la volonté d'une réforme de l'Organisation des Nations Unies, et notamment l'Assemblée générale, introduit une deuxième chambre, qui soit la chambre du peuple du monde, des représentants de ce peuple du monde. Et bon, jusqu'à nos jours, quand on a parlé de la réforme de l'Organisation des Nations Unies, on a toujours parlé de Conseil de sécurité, l'augmentation du nombre des membres du Conseil de sécurité, les places tournantes, ainsi de suite. Pour la vision des membres de l'Organisation citoyenne du monde, il s'agirait d'envisager quelque chose de beaucoup plus radical, d'aller beaucoup plus loin dans la démocratisation du fonctionnement du peuple du monde, du fonctionnement de l'organisation mondiale, du vivre ensemble, qui sortent, n'est-ce pas, des cloisonnements nationaux. Mais, bon, cela étant un objectif, qu'est-ce qu'il s'agit de faire pour aujourd'hui, pour les jours d'aujourd'hui? Qui est citoyen du monde aujourd'hui?
Le citoyen du monde aujourd'hui, c'est celui qui milite dans cette direction, qui se fait militant de cette cause-là, parce qu'elle est une cause noble. Et ce n'est pas nécessaire de dire que c'est une utopie, car on connaît des utopies qui ont été réalisées. Et d'ailleurs, quelqu'un dont j'oublie le nom a dit un jour que le progrès consiste en l'accomplissement des utopies. Et on sait quelles utopies ont été accomplies dans le passé plus ou moins récent, n'est-ce pas? On parlerait simplement dans ce registre-là du débarquement de l'homme sur la Lune. C'était une utopie qui est devenue réalité. Alors voilà. Donc en gros, qui est citoyen du monde? C'est le militant de l'organisation, une nouvelle organisation mondiale qui supprime les égoïsmes, qui supprime les enfermements dans des questions particulières, partisanes, et qui considère les enjeux globaux, les enjeux de l'humanité, les enjeux qui sauvegardent l'espèce humaine par tous les moyens. Alors, je mentionnerai en passant, je dois mentionner en passant l'existence d'une autre initiative qui s'est appelée Organisation pour la citoyenneté universelle. L'Organisation pour la citoyenneté universelle, elle, délivre des passeports supposés être des passeports universels qui permettent de franchir toutes les frontières, d'entrer dans tous les pays. Et sur la base de quoi? L'Organisation pour la citoyenneté mondiale se fonde sur l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et qui dit quoi? Cet article 13, en 2 alinéas, dit simplement que toute personne a le droit de circuler à travers le monde, de sortir de son pays, d'aller s'installer dans le pays de son choix et de revenir éventuellement dans son pays. Voilà. Alors, bon, une organisation se fonde sur cet article seulement et se met à donner des passeports. Ici, il y a une démarche qui crée une confrontation avec la souveraineté des États qui existe, qu'il ne faut pas ignorer. Quel État pourrait envisager de céder à une simple organisation la prérogative consistant à donner des passeports à ses habitants, à ses citoyens? Donc, en fait, l'organisation citoyenne du monde dont j'ai choisi de parler en priorité est celle qui a une vision du monde beaucoup plus claire et beaucoup plus globale, parce que la distribution simplement des passeports ne suffit pas. Et elle reste encore beaucoup de problèmes non résolus. Bon, Organisation citoyenne du monde résout-elle tous les problèmes? Non. Mais elle s'inscrit dans un processus, dans une démarche qui prendra le temps qu'elle devra prendre, qui contribue année après année à ramener dans ses rangs de nouveaux militants. Parce que c'est comme ça qu'il faudrait finalement considérer le citoyen du monde aujourd'hui, un militant de l'humanité, un militant de la paix dans le monde. Et c'est pour cela que l'UNESCO a organisé ce programme qui s'adresse à la jeunesse, éducation pour une citoyenneté, pour la citoyenneté mondiale. Et quand on dit UNESCO, on pense à la paix, n'est-ce pas? L'UNESCO étant la maison, l'institution, l'organisation spécialisée des Nations Unies qui s'est davantage consacrée à cette noble cause. Voilà, donc le citoyen du monde aujourd'hui n'est pas un citoyen qui paie des impôts quelque part, qui a un chef reconnu, qui vote quelque part, mais c'est un militant qui s'est organisé, a crié dans chaque pays, s'est organisé pour être dans son pays, en même temps membre du territoire mondial. Et ce territoire mondial auquel il arrive d'être réuni pour désigner ses représentants un jour pour aller siéger comme député du peuple du monde dans une assemblée qu'ils ont l'habitude d'appeler assemblée constituante, qui est celle, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui devrait donc œuvrer pour mettre en place les institutions supranationales dont il est question et qui sont les seules
à même de faire en sorte que, eh bien, l'arbitrage qui doit se remplacer le rapport des forces prenne place un jour.